Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on puisse débuter cet atelier. Donc voilà, je m'appelle Pierre Artigot. J'ai le privilège d'être le modérateur par rapport à cet atelier, portant sur la thématique de la conduite du changement vers les pratiques orientées rétablissement dans les institutions. Alors en écoutant les témoignages ce matin et notamment le témoignage du PTSM du 69, on voit que c'est possible. C'est possible de pouvoir changer de modèle tout en essayant de gérer le modèle précédent. Je vous propose par rapport à cet atelier qu'on puisse le scander en deux temps. Une première partie où voilà, nos quatre conférenciers ici, nos quatre intervenants vont intervenir l'un après l'autre. Voilà. Donc, et le deuxième temps sera un temps de débat avec vous. Voilà, donc gardez vos questions pour la fin de ces quatre interventions et on s'engage tous ensemble de pouvoir terminer effectivement cet atelier au maximum pour 12h30. Voilà. Pour différentes raisons, alors on ne va pas suivre forcément ce qui est indiqué, l'ordre de passage qui est dans le programme, mais on a un tout petit peu modifié cet ordre dans le sens tout simplement de pouvoir se dire qu'on avait envie de partir d'abord avant tout de la personne et de ce qui se joue auprès de la personne pour aller et terminer vers des réflexions qu'on peut avoir sur la question des modèles en passant par la question des organisations et de la formation des différents professionnels qui interviennent dans ces champs. Pour débuter, je vais présenter voilà, en premier Madame Claire Leroy-Attala, voilà, qui est docteur en sociologie et qui est investie depuis plus de 15 ans, vous me direz si c'est bien le cas, depuis plus de 15 ans, sur la question du travail des personnes en situation de handicap. Voilà. Et donc, depuis sa thèse de doctorat, ses travaux l'ont amené à se spécialiser sur les problématiques de santé mentale dans les organisations. Voilà. Donc chaque personne aura à peu près 10, 12, 13 minutes pour pouvoir intervenir. Je vous laisse la parole en premier. Merci beaucoup Pierre, bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille sur les sujets du handicap psychique dans le monde du travail et petit à petit j'ai élargi mon champ de travail aux questions de santé mentale, d'insertion sociale, professionnelle et d'accompagnement, et tout ça moins du côté de la recherche académique que dans différentes structures, associations et lieux d'accompagnement depuis maintenant 15 ans, un peu plus même. Donc la demande qui m'a été faite, c'était de réfléchir à l'impact du nouvel horizon inclusif que porte le rétablissement sur les professionnels dans le champ sanitaire et médico-social. Et pour parler de ça, je suis partie de différents supports. Tout d'abord, un ouvrage de Clément Bonnet qui date de 2021 et qui est donc une figure importante de l'histoire de la Fédération sur l'accompagnement en santé mentale, dans lequel il fait notamment référence aux travaux de Carl Rogers et de Maëla Paul sur l'accompagnement. Je me suis aussi appuyée sur un travail qu'a mené Hélène Provencher, qui est canadienne, sur un modèle préliminaire d'organisation des services orientés vers le rétablissement, sur tous ces enjeux de changement. Et puis, bien sûr, sur les écrits et témoignages de Patricia Digan. Et enfin, mon expérience en tant que directrice d'un clubhouse à ses débuts et d'un travail de formation qu'on a monté au sein de Santé Mentale France sur le rétablissement. Et je vais partir de ça, peut-être, pour dérouler la petite histoire. Donc, on a fait le choix d'avoir des interventions assez courtes pour vous laisser la place aux questions. Donc, je m'excuse par avance un peu de la densité et du rythme que je vais avoir dans ma présentation pour respecter le timing. Cette formation, elle a été pensée à 3 voies. Donc avec une père aidante coach formatrice qui s'appelle Philippe Amotte, avec qui je travaille au Clubhouse depuis 15 ans, une psychologue clinicienne qui a des pratiques orientées rétablissement et qui a fait sa thèse sur le rétablissement, et moi. Et l'idée, c'était que justement, on puisse fabriquer une formation à l'image de ce triple regard et finalement de la rencontre que supposait de mettre en mouvement les questions de pratiques orientées rétablissement et quelque part d'incarner ça.
Qu'est-ce qui a guidé notre démarche? C'est notre expérience au Clubhouse où ce qu'on a touché du doigt au Clubhouse, c'était de dire le concept de rétablissement et les pratiques orientées rétablissement, c'est finalement assez facile à comprendre. Ça parle assez vite à tous les citoyens et les professionnels que l'on est. Par contre, c'est un sacré défi et une sacrée exigence professionnelle à mettre en œuvre dans le quotidien de l'accompagnement. Deuxième chose, c'était de se dire comment on fait pour transmettre cette question des pratiques orientées rétablissement. Et on avait la conviction que ça ne passait pas à coup d'outils, de boîte à outils ou de solutions un peu clés en main, mais que ça devait nécessairement être pensé dans un espace de réflexion sur une vision du soin, de l'accompagnement et de relations d'aide renouvelées. Donc, finalement, nous, la question qu'on s'est posée, c'était de dire comment on fait pour incarner une posture professionnelle orientée rétablissement. Et on est parti pour ça de deux éléments de réflexion proposés notamment par Clément Bonnet. Le premier, c'était de partir du principe que les principes du rétablissement obligent les professionnels à s'inscrire pleinement dans une démarche d'accompagnement et non de prise en charge ou de prise en soin, qui porte en elle deux idées d'un point de vue étymologique, le cheminement d'un côté et le partage. À savoir une perspective de changement existentiel, permettre le passage d'un état à un autre, mais aussi un processus de reliance entre deux personnes qui se reconnaissent dans leur dignité. Donc ça, c'était un des premiers piliers pour nous. Deuxième pilier, c'était de dire que peut-être il fallait ajouter à cette définition-là de l'accompagnement orienté rétablissement une idée proposée par Carl Rogers dès 1980 qui dit « Les principes du rétablissement mettent au cœur de cette relation d'accompagnement le droit de la personne à se déterminer et à développer ses potentialités. » Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est finalement, il y a quelque chose qui vient se mettre, qui redevient premier au cœur, au milieu de la relation, qui est notamment cette question de la dignité et de l'autodétermination et du développement des potentiels. Mais alors maintenant, comment on fait ça? Comment on fait pour soutenir ça chez les professionnels ou l'apprendre et le transmettre aux professionnels? Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait un point d'entrée qui était de partir des valeurs qu'on a évoquées d'ailleurs hier, qui guident les pratiques orientées rétablissement, et que donc il fallait peut-être proposer un espace qui permette aux professionnels d'explorer ces valeurs-là et de se poser la question de savoir comment finalement ils pouvaient intégrer, s'approprier ces valeurs-là et ainsi avoir une espèce de repère et de boussole pour déployer leurs pratiques et inventer leur manière de faire. Et donc on a organisé cette formation. On a bâti cette formation sur les 5 grands piliers des pratiques orientées rétablissement que sont l'empowerment, l'espoir, les approches centrées sur les forces, l'entraide et la redéfinition identitaire. Et on passe 2 jours à explorer ça et ensuite on prend un temps de retour d'expérience pour se dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand je suis rentrée avec cette boussole-là finalement des valeurs du rétablissement. Donc à ce jour, ça fait 3 ans qu'on fait ça. On a formé 135 personnes, donc voilà, petit à petit, on fait notre chemin. Ce sont des formations qui réunissent tous les professionnels de la santé mentale, donc des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs, des pères aidants et des travailleurs sociaux. Et ce que je voudrais, dans le temps qui me reste, c'est partager peut-être 3 éléments de réflexion qui nous sont venus en échangeant avec les professionnels durant ces formations et de voir finalement ce qui les a fait le plus réagir, ce qui a frotté pour eux ou ce qui a créé du mouvement pour eux durant ces formations. Et donc j'ai retenu 3 points. Un premier point, c'est la place de l'espoir. On sait que l'espoir est central dans le processus de rétablissement pour les personnes concernées par les troubles psychiques. Ce qu'on voit, c'est que pour les professionnels aussi, c'est un levier majeur d'engagement dans leur métier. Il y a une résonance qui est très forte. Ils sont très sensibles
à cette notion d'espoir. Vraisemblablement, elle est d'autant plus importante dans le contexte de tension dans lequel les professionnels traversent aujourd'hui. Et elle est également importante parce que finalement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont l'impression de finalement se réinvestir dans des valeurs humanistes de la psychiatrie auxquelles ils sont attachés. Et c'est un levier pour eux, à la fois pour changer de regard sur les personnes qu'ils accompagnent, à partir notamment de cette idée que même si tout le monde ne connaît pas un rétablissement clinique, comme on l'a pu l'évoquer hier, en revanche, tout le monde peut connaître le chemin du rétablissement et être invité, stimulé, engagé dans le processus, quelle que soit la portée du chemin. Deuxième levier, c'est que ça revalorise tous les petits gestes du quotidien qui sont aussi les gestes de l'accompagnement et qui sont invisibilisés. Et on partage souvent l'exemple de Patricia Digan qui raconte que pendant 6 mois, sa grand-mère lui a proposé d'aller faire les courses tous les jours au supermarché à 18h et que tous les jours, elle a dit non et qu'un jour, elle a dit oui et elle estime que son processus de rétablissement s'est engagé à ce moment-là et qu'il aura fallu qu'il y ait 6 mois de proposition pour enfin saisir la proposition qui lui a été faite. Donc cette notion d'espoir, c'est aussi s'accrocher dans la durée et finalement la persévérance, le cap, quelque chose qui permet de rester droit même quand l'horizon est bouché, l'horizon est sombre. C'est de l'espoir aussi parce que ça permet d'explorer des nouveaux champs dans la relation et on le voit très bien avec la place de l'empowerment. Finalement, on réinvestit un nouvel espace de questionnement sur qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi, qu'est-ce que tu décides pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi et comment moi, je peux être un partenaire pour t'aider à décider pour toi, à être en connaissance pour faire des choix. Il y a tout l'espace de l'approche centrée sur les forces qui permet de changer de regard sur la personne et d'être sur un regard capacitaire, qui est un regard sur je cherche les ressources, les points d'appui et des espaces de soutien. Et enfin, l'espace de la paire-aidance, qui est un vrai espace pour le coup de solution face à des situations complexes où on n'a pas d'accroche, où on ne sait plus très bien comment être justement dans le lien et où ça fait levier, ça crée de l'inspiration et ça ouvre l'horizon. Deuxième réflexion, c'est sur la question du risque et de la gestion du risque pour les professionnels. C'est une dimension qui est complètement intrinsèque finalement au processus de rétablissement. On peut même se dire que c'est un ingrédient actif du rétablissement, le risque, puisqu'il y a cette nécessité, Juliette Vaillant l'a dit hier, d'être en mouvement, d'essayer, de faire, d'expérimenter. Et que s'il n'y a pas cet espace-là, il n'y a pas de processus de rétablissement qui se met en route. Et donc, par définition, ça veut dire explorer un espace incertain où on peut percevoir un possible danger pour la personne. Et là, pour le coup, ça déplace vraiment les professionnels qui sont obligés de passer d'une posture protectrice à une forme de lâcher-prise. Et tu en parleras plus tard. Et ça crée un vrai déplacement pour les professionnels qui les oblige donc à lâcher prise dans des situations parfois inconfortables où la personne prend des décisions pour elle avec lesquelles on ne se sent pas forcément à l'aise parce qu'on perçoit un possible danger pour elle. Ça les déplace dans leur posture d'accompagnement dans la mesure où ça signifie qu'on n'est plus là pour éviter que la personne rechute, pour éviter que la personne tombe, mais plutôt pour l'aider à se relever et imaginer que ça fait partie du processus de rétablissement. Et enfin, ça oblige à une relecture des événements difficiles, non plus comme des temps douloureux et de souffrance uniquement, mais aussi comme des temps d'apprentissage et de connaissance de soi. Ça, c'est inconfortable pour les professionnels. Ça suppose d'être dans une forme d'inconditionnalité de l'accompagnement et de la présence aux côtés. Ça crée de l'horizontalité dans la relation d'accompagnement et ça suppose une posture de non-jugement et finalement de confiance dans la personne qu'on est en train d'accompagner. Et ça, on voit que ça met en tension des professionnels qui sont isolés. Si ce n'est pas soutenu par une équipe, par une ligne hiérarchique et un projet d'établissement,
ça peut mettre en difficulté les professionnels ou empêcher cette dimension-là qui est pourtant indispensable au rétablissement. Et troisième point pour terminer, on voit à quel point les pratiques orientées rétablissement interrogent les professionnels sur leur propre chemin de rétablissement. On en a parlé hier, c'est très frappant de voir à quel point, effectivement, ça a été très bien dit, ça engage pleinement les professionnels. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'identité tout entière qui se met en mouvement dans cette relation-là. On n'est pas du tout dans une relation d'aide où on se protège, on se met à distance, on s'engage en tant que personne. Et d'ailleurs, on est parfois amené à parler de soi dans cette relation d'accompagnement. Et ça, c'est un vrai changement. Et en même temps, c'est aussi facteur d'espoir. Il y a quelque chose de l'ordre de la résonance, du chemin que je suis en train de poursuivre sur ces 5 dimensions aussi. Quel espoir finalement j'ai pour moi? Qu'est-ce que j'ai comme espace de paix et danse? Quel est mon niveau d'empowerment dans mon service, mes marges de manœuvre? Qu'est-ce que je décide pour moi? Et finalement, en bout de course, la question de la redéfinition identitaire. Quel est le professionnel que je suis en train de devenir en déployant ces pratiques orientées rétablissement? Un mot de conclusion. Pour vous dire que ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il y a un vrai souffle, un espace qui se crée dans ces temps de formation, et néanmoins, on ne peut pas imaginer que le changement, ça va uniquement se situer au niveau des professionnels qui sont au quotidien dans l'accompagnement, si ça n'est pas accompagné, comment on accompagne ces professionnels dans leur chemin de rétablissement, et si ça n'est pas inscrit dans une réflexion plus large sur les changements organisationnels, l'accompagnement dans la durée, c'est ce qu'on essaye de mettre en place sur des temps plutôt d'analyse des pratiques d'intelligence collective, où on part des situations pour voir comment on relie des situations à la lecture du rétablissement, et dans une vraie réflexion au niveau structurel, au niveau organisationnel et au niveau opérationnel dans les établissements et associations. Merci Claire. Merci beaucoup. Là, c'est bien clair, là on voit bien comment, en fin de compte, chaque professionnel se doit de sortir de sa zone de confort et de sa zone d'habitude peut-être, mais ce qu'on comprend bien en conclusion, ça ne dépend pas que du professionnel, c'est comment aussi le dispositif qui est autour de lui sort aussi de sa zone de confort et de sa zone d'habitude. Et peut-être par rapport à ça, on va peut-être avoir des explications complémentaires avec l'intervention de M. Circolès, qui, médecin psychiatre au CHS de Savoie, qui a fait un essai sur l'institutionnalisation du modèle du rétablissement expérientiel dans la psychiatrie française. Dans cette thèse, il essaie de travailler sur ce qui peut permettre le changement des pratiques de psychiatrie hospitalière. Donc vous êtes dans le secteur public. Et vous allez maintenant nous éclairer sur la manière dont on peut penser cet accompagnement d'une équipe, en fin de compte, de psychiatrie vers une forme de nouvelle pratique. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais plutôt aussi partir de cette dimension un petit peu individuelle du professionnel pour arriver à la question institutionnelle, organisationnelle, et que je laisserai aussi mes collègues plutôt déployer dans cette dimension-là, puisque moi finalement dans mon travail universitaire j'ai fait le choix de faire une enquête qualitative avec des observations de terrain, mais finalement le gros de mon matériel c'est des récits de vie. C'est des récits de vie de professionnels, de personnes en poste de décision, de responsabilité, donc c'est souvent des psychiatres ou des cadres de santé, qui à un moment donné de leur carrière ont basculé dans les pratiques orientées rétablissement, ou en tout cas se considèrent comme telles. J'ai aussi interviewé des personnes qui étaient issues de la psychothérapie institutionnelle, qui ont vu émerger ces pratiques dans des services à côté d'eux. Dans l'idée était vraiment de croiser ces regards-là, et la première conclusion, en tout cas hypothèse que j'ai formulée, c'est à propos finalement de qu'est-ce qui fait obstacle dans l'appropriation de ces pratiques par les professionnels. Donc je vais commencer mon propos en essayant de préciser un petit peu finalement moi ce que je considère être des pratiques orientées rétablissement.
dans le sens où j'ai choisi de limiter le modèle du rétablissement sur son versant expérientiel. Finalement, dans la continuité de la pensée de Marie Koenig, qui le définit comme une sorte de processus de reconstruction identitaire, mais également dans la continuité de la pensée de Bernard Pachou, qui le définit aussi comme la sortie du statut de malade. Donc j'envisage les pratiques volontaires rétablissement plus comme une philosophie plutôt qu'une maîtrise d'outils censée favoriser un rétablissement. Et plus précisément, c'est pour moi un ensemble de valeurs, et on revient finalement à l'intervention précédente, qui guide une pratique. Ces pratiques ne devront pas faire obstacle au rétablissement de la personne. Finalement, les artisans du modèle, que ce soit Davidson, Provencher, Anthony ou Slade, parlent de donner de l'espoir, de ne pas faire obstacle à l'empowerment, accompagner la redéfinition identitaire, et cultiver le soutien par autrui. Alors, hier, j'ai insisté sur la nécessité de balayer devant notre porte pour transformer nos services, pour qu'ils soient un peu plus inclusifs. Et donc, dans l'inclusion sociale et l'inclusivité qui a été repris par Charles Gadou, c'est vraiment l'idée, c'est de faire en sorte que les personnes ne soient pas exclues. Et donc, l'idée, c'est comment un collectif qui porte des pratiques en rétablissement commence par s'interroger par son propre accueil des malades qu'il rencontre. Alors, je ne parle pas de l'admission administrative ou du processus d'évaluation, je parle vraiment de cet engagement relationnel qui a été évoqué tout à l'heure, de la rencontre humaine finalement. Et naturellement, je vais vous parler de ce changement de positionnement relationnel que amène, selon moi, l'intériorisation et l'incarnation de ces pratiques orientées rétablissement. Alors, moi, les professionnels que j'ai interrogés dans les interviews qui étaient à peu près 30 minutes à 4 heures, tous les personnels qui se disent travailler de manière orientée rétablissement ont ressenti un certain malaise. Ils ont ressenti les limites de leur formation médicale pour considérer l'autre comme une personne et non plus seulement comme un porteur de maladie. Juste pour une donnée quantitative intéressante, dans les études de médecine, dans le socle commun scientifique, on a 850 heures d'enseignement sur finalement des connaissances biologiques, quantitatives, un peu dures, et on a à peu près une dizaine d'heures en psychologie du soin. Donc forcément, quand on se trouve devant le patient, il y a quelque chose qui manque. Un professionnel me disait, très rapidement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque avec mes patients. Et ça, c'est déjà un début de distance réflexive, qui relève pour moi de l'éthique du soin, qui est un préalable à la rencontre du modèle du rétablissement, qui exige finalement un décalage épistémologique pour être appréhendé. Une autre personne me disait, il y a eu un moment où j'ai ressenti un malaise. Quand tu vois un patient qui arrive en consultation, qui s'assoit devant toi et te dise « ça va, je dors bien, je n'ai pas pris de poids, je prends bien mes traitements, tous mes médicaments », et tout cela avant que je pose une seule question. Et là, cela te renvoie à ce que finalement ce qui se passe dans la relation à l'autre, finalement avec l'usager, tu es dans une relation factuelle, objective, mais en fait l'usager vient de dire ce que tu as envie d'entendre. Là, je me disais qu'il y avait un problème. Donc ce malaise du professionnel, il provient de cette prise de conscience qu'il n'y a pas de rencontre avec le malade qu'il reçoit. Donc cette démarche factuelle et objective de la médecine rend aveugle à l'expérience du vécu de la personne en demande de soins. Alors il y a certains professionnels qui sont tournés vers la psychanalyse pour travailler cette capacité d'accueillir la parole du malade et aussi de se mettre dans une position analyser. Pour autant, le discours psychanalytique peut également enfermer les malades sous le poids finalement du savoir, des interprétations de l'analyste. Et c'est que le modèle du rétablissement propose autre chose. Et cette appropriation du modèle du rétablissement est décrite par des professionnels comme un véritable changement de paradigme, ou plutôt l'entrée dans un paradigme où les modèles peuvent être contradictoires, peuvent coexister. C'est-à-dire vraiment la définition du paradigme selon Kuln que met en avant Bernard Pachou dans son article de 2018 justement sur l'interrogation des pratiques du rétablissement. C'est donc le passage d'une médecine basée sur des faits objectifs vers une médecine qui compose avec la subjectivité du sujet. Et dans ce nouveau paradigme, les professionnels peuvent envisager la complexité de la personne concernée par la maladie. Ainsi, le professionnel il adopte un regard complexe sur sa pratique, considérant qu'il existe plusieurs formes de connaissances. C'est ça l'obstacle épistémologique auquel je fais référence. Alors, vous comprenez donc que la transformation de pratique passe également par une reconstruction identitaire des professionnels, et c'est ce que tu faisais allusion tout à l'heure, c'est un véritable chamboulement identitaire.
Un informateur me disait à propos de ce chamboulement, c'est « Maintenant, moi, je revendique la complexité. J'assume de ne rien comprendre aux gens que je rencontre. Mais il y a un enjeu relationnel ou une histoire qui leur permet d'avancer. Ils la choisissent. Et c'est là vraiment, ça peut dépendre que du sujet que j'ai en face de moi. » Ce professionnel est psychiatre, et là, son identité ne se trouve plus dans la cohésion, dans l'appartenance à une école de pensée ou même plusieurs. Il la trouve en favorisant la construction d'une histoire par le sujet, à partir de son propre vécu, histoire possible dans la relation. Et finalement, l'ensemble des outils relationnels, techniques qu'il peut avoir, issus de ces écoles psychopathologiques ou même médicales, sont mis au service de la personne qu'il a en face de lui, qui lui va s'en emparer dans la rencontre avec le professionnel. Donc en fait, il essaye de ne pas donner d'explication, mais cherche avec la personne une compréhension de cette expérience. Donc cela suppose deux choses pour transformer les pratiques dans une équipe selon les valeurs du rétablissement. Une certaine hétérogénéité des professionnels, justement pour que finalement un nombre important de récits soit possible, et y compris, en tout cas pour moi, la psychanalyse. Et surtout, laisser une place au savoir expérientiel. Et ce transfert de savoir exige une forme d'humilité finalement des professionnels sur leur pouvoir concernant le devenir des personnes qu'ils accompagnent, en acceptant qu'un nouvel équilibre des savoirs, ils acceptent un nouvel équilibre des pouvoirs. Ça, c'est un petit peu la pensée foucalienne dont je vous évoquais hier. Et c'est cette humilité qui conduit l'informateur à déclarer avec le plus grand sérieux, nous, psychiatres, même médecins ou même infirmiers, on est au pire des obstacles, au mieux une solution parmi tant d'autres. Et c'est ce réagencement conceptuel qui manifeste ce repositionnement relationnel du professionnel paternaliste, gardien de ses patients, au professionnel collaboratif, au sens d'Emmanuel Emmanuel, qui se considère comme une solution parmi tant d'autres finalement. Reconnaître ce savoir expérientiel, c'est se repositionner dans la relation de soins. C'est encourager la personne à chercher par elle-même, à lui montrer qu'elle a sa part aussi de responsabilité dans le fait de s'en sortir. Ça, c'est un autre informateur qui me le dit. Les pratiques orientées rétablissement sont donc l'intériorisation d'un paradigme où une alternance de positions relationnelles est possible dans la rencontre humaine, préalable aux soins, porteur de cette inclusivité sociale. C'est-à-dire, je n'exclus pas la personne qui est en face de moi. L'appropriation du modèle du rétablissement expérientiel amène une pratique à un nouveau positionnement, où un nouveau positionnement est possible. Il ne s'agit pas de dire oui et de respecter le pouvoir d'agir systématiquement. Nous sommes parfois embarqués dans des conflits de valeurs. Évidemment, il n'est pas question de parler d'horizontalité relationnelle totale. Il y a un déséquilibre. Il y a des personnes qui sont en souffrance, une autre qui l'est moins, une personne qui est payée pour être là, une autre qui a besoin de cette aide-là. Pourtant, je considère que malgré ces déséquilibres, les pratiques orientées rétablissement renouvellent cette problématique éthique qui se pose et qui s'est toujours posée dans la rencontre soignante, protéger la personne vulnérable ou respecter son autodétermination. Lorsqu'un professionnel dit non, cela peut également favoriser le rétablissement des personnes, et c'est ça qui m'a beaucoup perturbé, notamment dans une enquête qualitative qui demandait aux personnes concernées par la maladie psychique et en processus de rétablissement, c'était une étude danoise, une étude qualitative, disant mais qu'est-ce qui marche dans la relation avec les professionnels, qu'est-ce qui vous a aidé à vous rétablir? Évidemment, ils parlent de rencontres humaines, ils parlent de faire tomber les lunettes, justement comme on le disait hier, mais il y en a quelques-uns qui disent c'est aussi quand ils nous disent non. Et là, moi je trouve ça terriblement insécurisant, puisque finalement le respect à tout prix de l'autodétermination, parfois peut faire obstacle au rétablissement. C'est pour ça que je considère que c'est plutôt un positionnement éthique, un ensemble de valeurs qui nous aide à penser notre présence dans une rencontre humaine. Alors finalement, qu'est-ce qui permet de passer cet obstacle épistémologique et rentrer dans finalement ce paradigme un peu complexe où des modèles qui s'opposent peuvent coexister? Et là, je me suis appuyé justement sur la belle définition de Georges Canguilhem de la médecine, où finalement chacun des professionnels de chaque équipe essaye de tracer un sillon à chaque fois singulier pour le modèle du rétablissement, aux côtés d'autres chemins qui forment le carrefour des sciences, à partir duquel la médecine exerce son art ou son artisanat. Donc là, j'ai longuement décrit ces pratiques en rétablissement dans cette relation soignant-soigné. Mais dans les trajectoires de vie et de professionnels des personnes que j'ai interrogées, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai retrouvé, c'est qu'il y a un élément clé que j'ai retrouvé dans quasiment toutes les personnes qui ont basculé dans la pratique en rétablissement, c'est la rencontre.
c'est la rencontre d'une personne malade, mais en dehors du colloque singulier soignant-soigné, c'est-à-dire un collègue, un ami, quelqu'un dans la famille. Et finalement, cette rencontre, mon hypothèse, c'est que le soignant n'a pas pu se cacher derrière son savoir-pouvoir, en fait, dans cette rencontre-là, et c'était beaucoup plus facile de faire tomber les lunettes à ce moment-là. Et il n'a pas pu cacher l'autre derrière son statut de malade, il n'a pas pu se cacher derrière son statut de professionnel. Et c'est ce qui a permis à un moment donné d'amoindrir cette frontière entre eux et nous. Et finalement, il s'agit de sortir de la stigmatisation, parce que pour moi, la stigmatisation rentre dans ce que j'appelle l'aliénation sociale, qui traverse toutes nos institutions, et on le sait, les soignants sont les plus stigmatisants dans une population. Et cette rencontre-là, en dehors de ce colloque singulier, a vraiment permis ça. Et ça me permet de m'appuyer aussi sur ce que disait Canguilhem déjà il y a plus de 50 ans, finalement que la reconnaissance de la subjectivité de la maladie présuppose que le médecin se conçoive lui-même comme un malade potentiel, qui n'est pas mieux assuré que ne le sont ses malades de réussir, le cas échéant, à substituer ses connaissances à son angoisse. Lefebvre, qui réactualise dans la philosophie médicale aujourd'hui en reprenant cette philosophie de Canguilhem, nous aide à comprendre que les conséquences de cette rencontre en dehors du cadre professionnel, surtout, pas professionnel, en dehors du cadre du colloque soignant-soigné, surtout comment elle aide ces professionnels à se détourner de l'objectivation du malade, qui relève du déterminisme médical et de la stigmatisation de la folie, mais le détourne également de ces mécanismes de défense qu'il protège, que tu as fait référence tout à l'heure. Finalement, protège à cette identification au malade, à cette reconnaissance dans le visage de l'autre, notre propre humanité. Il peut alors faire un retour sur sa propre situation ontologique de sujet vivant, fragile, mortel, potentiellement fou. Ça lui permet d'abord d'imaginer l'expérience du malade en général et ensuite d'admettre la subjectivité de son patient et enfin de se saisir d'une relation de compréhension et d'accompagnement, ça devient indispensable. Et c'est cet exercice de dédoublement et de projection entre professionnels, de se considérer lui-même comme un sujet vivant, psychique et éthique, et non plus un simple opérateur de savoir technique de la médecine. Et franchir cet obstacle entre savoir déterministe et savoir expérientiel consiste finalement à franchir, pour moi, cette frontière entre la norme et le pathologique, entre eux et nous. Et le meilleur moyen de franchir cet obstacle, c'est la rencontre d'un malade, mais pas dans une situation où on est le soignant de ce malade-là, d'une personne concernée par la souffrance psychique, où là, le professionnel mobilise beaucoup plus difficilement son savoir-pouvoir dans cette rencontre-là. Alors, du coup, je vais conclure pour ouvrir aussi le propos de mes collègues, sur comment institutionnaliser ce changement de pratique vers le rétablissement. Alors, ma réponse est du coup plutôt simple, vous l'avez compris, le préalable, c'est la rencontre humaine. Alors, pour certains informateurs que j'ai interviewés, la seule solution, c'est de recruter des travailleurs pairs, et plein. Et il a raison, c'est vrai que c'est une solution évidente. Parce que l'irruption d'un nouveau statut de médiateur de santé pair vient bouleverser cet équilibre relationnel, provoquant une dynamique de rééquilibrage des différents rôles. Un autre informateur me disait un père aidant qui se positionne, il positionne les autres. Et chaque membre de l'équipe qui entame ce processus de reconstruction identitaire professionnelle, parce que la frontière entre eux et nous s'est amincie, parce que le matin, il est au café avec son collègue. Et on ne peut plus parler de la même manière. Et moi, je fais l'expérience quotidiennement dans mon SAMSA. Oui, mon discours change, j'ai une attitude particulière grâce à la présence de notre médiatrice de santé pair. Mais ça nous pose aussi une question, je pense, éthique collective, lorsqu'on se dit, finalement, est-ce que la présence des médiateurs de santé pair, est-ce qu'on est incapable de voir l'humanité de nos malades avant que l'un d'eux devienne collègue ? Et c'est vraiment ça, cette question que j'ai envie qu'on se pose collectivement. Et qu'est-ce qui est possible de mettre en œuvre dans un service où il n'y a pas de médiateur de santé pair pour que cette frontière entre eux et nous s'amoindrisse ? Et plein de choses sont possibles. On peut déjà commencer par enlever les blouses et aller aux toilettes au même endroit. Merci. Merci beaucoup, Jocelyn. J'ai eu peur d'être un obstacle à un moment donné, d'arrêter, mais c'était passionnant d'aller jusqu'au bout. Je passe de suite la parole, pour ne pas perdre de temps, à Lucas Aubert, qui est directeur d'Alpha Psy, qui est un organisme de conseil et de formation en santé mentale et sociale, et qui s'est spécialisé dans la conduite de transformation institutionnelle qui intègre justement ce paradigme. Et Lucas va nous
nous éclairer sur l'approche systémique peut-être de comment on peut accompagner ce changement dans les différents systèmes et organismes? Merci beaucoup Pierre. Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, dans ma carrière, je me suis intéressé jusqu'à maintenant à, effectivement, si, comme mes collègues l'ont très bien dit, le rétablissement, ça prend corps dans des pratiques professionnelles, ça nécessite une transformation identitaire d'une grande complexité, l'acquisition de nouvelles compétences qui sont elles aussi extrêmement complexes. Comment on peut faire en sorte que ces professionnels qui découvrent ce changement de paradigme et qui s'y investissent réussissent justement à travailler en congruence avec ces valeurs dans des organisations qui, jusqu'à maintenant, sont, et je pense que vous le vivez tous, pleines d'injonctions paradoxales. Comment je peux mettre en œuvre une pratique orientée rétablissement quand mon institution me demande des indicateurs de performance, des indicateurs de rapidité, me demande d'être à la fois celui qui tend la main et celui qui met la baffe. Je suis en centre d'hébergement, je dois à la fois aider la personne et à la fois contrôler si elle a payé son loyer, si elle a des troubles du voisinage. Donc ces injonctions paradoxales permanentes rendent les professionnels en incongruence, et quand souvent ils découvrent le rétablissement, cette incongruence, elle se creuse encore plus parce que, comme le disait Claire, il y a tout un travail autour des valeurs qui sont mis en œuvre. Ils viennent retrouver quelque chose qui fait l'essence de pourquoi ils sont venus dans ces domaines. Et donc du coup, si l'institution ne change pas, si les systèmes organisationnels ne changent pas, cette incongruence, elle se creuse et ça crée de la souffrance pour tout le monde. Donc on s'est intéressé, effectivement, suite à nos expériences de formateurs, et moi, suite à mon expérience de cadre dans le secteur accueil, hébergement, insertion, pendant mon expérience de formateur, je menais en place des formations de 2 à 3 jours pour le laboratoire de recherche d'Emmanuel Jouet et Tim Grayson, et systématiquement, les gens me disaient « c'est chouette, vous avez déconstruit toutes nos représentations, ça nous fait vachement envie, mais derrière, nos cadres ne sont pas formés, nos structures ne changeront pas, donc comment on fait ?» Et donc on a construit Alphapsy comme un centre de ressources pour les acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires, qui souhaitent mettre en place ce changement de paradigme, mais dans une dimension réellement systémique. C'est-à-dire que plutôt que de reproduire un petit peu cette habitude française, en tout cas moi c'est ce que j'observe beaucoup sur le territoire, j'ai observé des choses un peu différentes dans mon expérience au Québec, cette habitude de mettre en place un micro-changement dans une institution, d'évaluer si jamais ça se passe bien et de pouvoir ensuite l'élargir à l'ensemble de l'institution, c'est quelque chose qui nous semble être une habitude pas très productive, parce que finalement vous créez un changement dans un environnement qui lui est défavorable, donc forcément ça ne fonctionne pas, et après vous avez toutes les raisons de venir justifier de pourquoi vous n'allez pas le déployer à plus grande échelle. Et donc on a réfléchi à comment on pouvait accompagner ces acteurs à penser le rétablissement dans l'ensemble des dimensions institutionnelles. Et donc, au-delà des formations de 2-3 jours de manière complémentaire, on met en place de l'accompagnement des pratiques professionnelles pour les salariés, des groupes de parole pour les personnes accompagnées et des accompagnements des pratiques managériales pour les cadres. Et donc, on amène tout ce petit monde à venir réinterroger l'ensemble des dimensions d'une institution. Donc, ça passe par exemple par la transformation des rapports de pouvoir au sein de l'institution. On est d'accord que le rétablissement, c'est des notions d'horizontalité relationnelle, de partenariat dans la relation. Donc comment on fait à un moment donné pour s'inscrire dans ces pratiques-là quand mon chef s'inscrit dans une ligne verticale extrêmement importante, que je n'ai pas l'impression d'avoir mon propre pouvoir d'agir en tant que professionnel, que finalement, il y a très peu d'espaces de participation avec les personnes concernées ou des espaces qui se réduisent à la consultation. Il est nécessaire de pouvoir faire évoluer toutes ces dimensions. Par exemple, on accompagne les institutions à mettre en place ce qu'on appelle une assemblée de vie sociale, c'est-à-dire de sortir un petit peu du modèle de conseil de vie sociale où il y aurait des élus, mais vraiment travailler sur des plénières, ou en tout cas des collectifs incluant les personnes accompagnées, dans lesquels on va parler de l'organisation de l'institution, dans lesquelles on va prendre des décisions sur l'organisation de l'institution et où les personnes concernées ont la même capacité décisionnelle que les directions, que les professionnels pour penser les choses ensemble. On va pouvoir aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir de l'autogestion des personnes concernées, qui peuvent se saisir de dimensions institutionnelles pour venir exercer leur pouvoir d'agir. On a vu par exemple des institutions qui ont vu des personnes accompagnées mettre en place des groupes de travail, se réapproprier le budget dédié aux activités, auto-organiser les activités qu'elles souhaitent mettre en place. Voilà, ce genre de considération que les personnes accompagnées ont une place en tant qu'acteurs, en tant qu'auteurs des institutions, et comment l'institution valorise cette place et leur permet justement de pouvoir la mettre en œuvre.
On travaille aussi sur cette question de la participation. Elle nous invite à repenser des dimensions comme les processus de recrutement. Si on souhaite justement qu'il puisse y avoir des professionnels qui s'inscrivent dans cette dimension de rétablissement, il serait intéressant de réfléchir à quel profil de professionnel on souhaite. Est-ce qu'on souhaite rester sur des critères, comme on voit souvent, davantage technicistes, c'est-à-dire qu'on est sûr que le professionnel a la connaissance justement des médicaments, la connaissance du logement, la connaissance de l'insertion à l'emploi, ou est-ce que d'abord on va construire nos processus de recrutement pour aller déceler chez les professionnels qu'on accueille les capacités qui sont essentielles à une pratique orientée rétablissement, qui sont la réflexivité. Est-ce qu'on peut remettre au cœur de nos processus de recrutement la recherche de professionnels qui, justement, souhaitent s'engager dans ce travail réflexif? Est-ce que dans ces processus de recrutement, on peut, là encore une fois, arrêter de les mener seuls et faire en sorte que les professionnels de terrain, donc les pairs des personnes qui seront accueillies dans les équipes et les personnes accompagnées, puissent y être impliqués? Donc on travaille avec des institutions, la Fondation Falleret notamment, qui expérimente en ce moment ces pratiques de comment, dans les processus de recrutement, de la définition du besoin et des profils à la rédaction de la fiche de poste, à l'animation des entretiens d'embauche, à la prise de décision sur le candidat, les personnes concernées et les professionnels puissent être présents et puissent participer justement à la décision qui s'en suivra. Comment on remet en place les politiques d'accueil dans un établissement ? Souvent, moi j'ai travaillé en CHRS, le premier accueil des personnes qu'on accompagnait, c'était un rendez-vous avec le chef de service, donc rôle que je jouais à l'époque, et un travailleur social qui constituait peu ou prou un diagnostic social. Donc on venait interroger la personne sur son existence pour vérifier si le service qui nous l'avait orienté a bien fait son boulot et si elle correspondait à nos profils. Et quand on est venu réinterroger les personnes sur ce lieu-là, elles nous disaient c'est une scène de théâtre. C'est-à-dire que ce que j'ai appris de mon expérience dans les institutions que j'ai fréquentées, c'est que dans cet espace, j'en disais pas assez pour que les professionnels ne prennent pas peur et me refusent, et en même temps, j'en disais assez pour susciter leur empathie. Donc, c'est-à-dire qu'on commence la relation par une mascarade. On est d'accord, pour ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, le lien de confiance, c'est quand même problématique de commencer une relation par une mascarade. Donc on repense avec les institutions qu'on accompagne ce processus d'accueil. On voit des gens expérimenter le fait que les personnes, quand elles sont accompagnées sous le principe de l'accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'elles viennent, et quoi qu'il arrive, l'institution ne peut pas refuser leur présence. Et cet entretien, ce n'est plus un entretien de diagnostic, c'est un entretien d'information. C'est-à-dire que c'est l'institution qui vient informer sur les services qu'elle propose pour que la personne puisse se positionner sur est-ce que cette institution, est-ce que ce collectif convient à mes besoins, est-ce que je souhaite le rejoindre. Et cet entretien, plutôt que d'être animé uniquement par des professionnels, il est co-animé avec des personnes qui fréquentent déjà cette institution. Pourquoi ? Parce que ça permet à la personne qui arrive de pouvoir bénéficier d'informations à la fois institutionnelles, mais aussi expérientielles de ce que c'est que vivre dans cette institution. Donc, l'idée, c'est effectivement de voir comment on transforme les politiques organisationnelles et aussi les approches managériales. Si on demande aux professionnels d'accompagner l'empowerment des personnes concernées, si on demande d'être vigilant à leur bien-être, comment en tant que manager je peux moi-même accompagner justement l'empowerment de mes collaborateurs, comment je peux avoir une attention toute particulière à leur bien-être au travail. Donc ce qu'on voit, ce qu'on accompagne, c'est la mise en place par exemple de plans de bien-être d'équipe. C'est ceux qui connaissent le RAP, je ne sais jamais comment ça se dit en anglais, mais le plan de rétablissement et de bien-être. C'est un processus en 7 étapes pour venir se questionner justement sur les conditions de son bien-être et les déclencheurs de mal-être, les signes avant-coureurs de crise et comment je peux prévenir tout ça. Nous, on se les transformait en outils d'équipe. Et donc du coup, chaque année, on passe 2 jours à établir notre plan de bien-être, à fixer des repères collectifs pour réussir à justement faire en sorte que notre institution prenne en compte cette question de notre bien-être au travail. On a complètement transformé on accompagne à complètement transformer les réunions d'équipe qui ne sont plus centrées sur l'analyse des personnes, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne, pourquoi elle est comme ça aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour s'en sortir. Elle est centrée sur la pratique réflexive du professionnel. Parce qu'on respecte le principe du rien sur nous sans nous, et l'idée c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que quand il s'agit d'essayer de comprendre la personne ou de prendre des codécisions sur son existence, la personne soit présente à ce moment-là.
Donc voilà, tous ces éléments, tout ça pour dire que la question de la mise en œuvre du rétablissement et de son implémentation dans une institution, elle ne vient pas juste questionner la pratique des professionnels de terrain. Elle vient questionner l'ensemble des dimensions institutionnelles, et l'idée, c'est comment on est capable de pouvoir lever justement chaque paradoxe pour pouvoir créer une cohérence d'ensemble et faire en sorte que, à chaque fois que j'agis ou à chaque fois que l'institution agit, ce soit cohérent avec les principes de cette approche. Et je pense que le défi, il est là, et on voit aujourd'hui par les process d'accompagnement qu'on propose aux structures, des associations, des dispositifs, se mouvoir à 360 degrés dans un même sens. Et on voit à quel point, justement, quand chaque élément est en cohérence, ça commence à faire sens pour tout le monde. On commence à retrouver de la congruence dans son travail. Ça augmente du coup la motivation à entreprendre. Et bizarrement, les résultats que ça donne, c'est plus de fluidité dans les établissements. Les gens se sentent davantage respectés. Donc à un moment donné, par exemple, dans des centres d'hébergement, ils ont envie d'en sortir, ils ont envie d'aller vers le logement. Dans les milieux sanitaires, ils se sentent mieux. Donc du coup, forcément, la crise descend, les situations de violence s'abaissent, les sorties d'hospitalisation sont plus favorables. Vous avez des personnes qui, dans des lieux de vie, ont davantage envie de respecter l'institution et donc payent davantage leur participation, arrivent à trouver des solutions avec leurs voisins pour minimiser les nuisances de voisinage. Donc, finalement, quand on vient être interpellé sur mettre en place une approche axée rétablissement, c'est se mettre en danger par rapport finalement aux indicateurs de performance que les financeurs attendent. Et bien en fait, dans la pratique et dans les accompagnements qu'on observe, c'est au contraire. C'est un chemin détourné, c'est-à-dire on arrête de se centrer sur ces indicateurs, on se centre sur le sens commun, sur la cohérence commune, et par le fait de favoriser le bien-être des personnes accompagnées, le bien-être des collaborateurs, à un moment donné, on se rend compte que finalement, on rejoint des indicateurs qui sont chers à des personnes qui nous donnent de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. On comprend bien que dans cette approche systémique, la conduite de changement ne passe pas par une accumulation de micro-changements ou une juxtaposition de micro-changements, mais passe réellement par une remise en cause de tout ce qui fait système et tout ce qui fait organisation. Voilà, on a parlé, il y a une approche, on va dire, du côté du professionnel de la personne, du côté de la rencontre entre les individus, entre les personnes, du côté des systèmes. Là, on va aller un peu plus haut du côté des modèles, voilà, avec Jean-Luc Gauthereau, qui est ingénieur social, voilà, qui est formateur à l'Institut de travail social ici sur Pau, et qui va venir interroger ce qui peut se passer, ce qui se joue quand on essaye de passer d'un modèle à un autre modèle. Est-ce qu'on est réellement, en passant de modèle à un modèle, dans la capacité de faire qu'on arrive à obtenir ce qu'on vise? À toi, Jean-Luc. C'est ça. Bonjour à toutes et tous. J'ai le programme sous les yeux, là, parce qu'on a les prompteurs. Mon intervention était intitulée « Du modèle protecteur au modèle inclusif ». Donc, en toute logique, je commencerai par expliquer ce que j'entends par le mot « modèle », puis je détaillerai ce que j'entends par modèle protecteur et modèle inclusif. Et dernier point, un peu comme l'a annoncé Pierre, j'essaierai de dire en quelques mots pourquoi changer de modèle est en réalité très très compliqué et pourquoi ça peut prendre des décennies. Alors, qu'est-ce qu'un modèle ? J'ai envie de commencer par dire que dans une société, tous les domaines d'activité finissent par être dominés par des modèles. Je vais prendre un exemple un peu d'actualité, le modèle français des retraites. Nous avons ce qu'on appelle un modèle par répartition. Si vous allez vivre aux États-Unis, votre retraite sera gérée par un autre modèle par capitalisation. Donc le système des retraites est dominé par un modèle. En France, l'agriculture est toujours globalement dominée par ce qu'on appelle le modèle conventionnel. On essaie de produire beaucoup au moindre coût en utilisant des produits chimiques. L'éducation française reste dominée par ce qu'on appelle le modèle de la pédagogie traditionnelle. Un peu ce que vous faites quand vous m'écoutez. Il y a un sachant qui dit des trucs, et puis les élèves prennent des notes pour recevoir le savoir. Bref, c'est des modèles. Tout finit par être dominé par des modèles.
Alors comment ça marche? Un modèle, de mon point de vue, c'est d'abord un système de valeurs partagé par les acteurs qui composent le secteur d'activité en question. Donc c'est des valeurs communes. À partir de ces valeurs, les individus donnent une définition au modèle public sur lequel ils veulent agir. Exemple, en France, on est quand même dominé par la valeur fraternité, solidarité. Donc quand on définit le problème des retraites, on dit c'est un problème collectif. Ce n'est pas un problème de responsabilité individuelle, c'est un problème de société collective. Donc il faut des façons de faire en cohérence qui sont on met tous de l'argent dans une caisse commune. Si vous allez aux États-Unis, où là la société est dominée par des valeurs beaucoup plus individualistes, donc la valeur liberté individuelle prône avant tout, les individus définissent le problème de la retraite très différemment. Ils ne disent pas c'est un problème collectif, ils disent c'est un problème de l'individu, c'est son problème, c'est sa responsabilité. C'est à lui de se débrouiller pour se prendre des assurances personnelles s'il le souhaite. Ce n'est pas un problème collectif. Donc un modèle, c'est toujours foutu comme ça. Il y a un système de valeurs partagé par des individus qui est une sorte de filtre qui définit le problème public sur lequel on veut intervenir et à partir de là, on construit des façons de faire. Et ça crée une cohérence d'ensemble. Bon. Et tous les secteurs d'activité, quand on regarde l'histoire, finissent par être dominés par des modèles. Sauf que les modèles sont par nature mortels. C'est-à-dire qu'il y a toujours des époques où ça ne marche plus. Il y a un truc qui se dérègle dans la société, et les gens ne sont plus d'accord, c'est moins efficace, les mentalités de la société changent, et quand on est dans ces phases-là, ben on est dans des phases de transition de modèle. Si on prend l'exemple du modèle de démocratie représentative, on a beaucoup parlé de crise démocratique actuellement. Moi, je partage l'avis de ceux qui disent que là, le modèle de démocratie représentative est en crise. Il est à bout de souffle, il y a quelque chose qui ne marche plus. Les gens ne veulent plus se faire représenter par des élus, ils veulent participer directement, et on ne sait pas trop comment on va faire. Crise de modèle. Voilà ce qu'est un modèle et comment ça rentre en crise. Donc, deuxième point, modèle protecteur, modèle inclusif. Le travail social français au sens large. Quand je parle de travail social, j'inclus le secteur du handicap, de la santé mentale, des personnes âgées, de l'hébergement-logement et même de la protection de l'enfance, a historiquement été conçu sur un modèle protecteur qui a longtemps fonctionné de la façon suivante. Donc système de valeurs partagées, la solidarité, définition du problème public, les gens sont vulnérables. Alors au départ on disait inadaptés, aujourd'hui c'est plus trop dans l'air du temps, on dit vulnérables, donc ils doivent être avant tout protégés dans des institutions. Et il faut orienter les gens en fonction de leur catégorie d'inadaptation. Si c'est un problème de santé mentale, c'est des institutions de la santé mentale. Si c'est une personne dépendante de par son âge, c'est le secteur des personnes âgées, etc. etc. Ce modèle a fonctionné très bien pendant des années. Il a protégé les gens. Il a permis de laisser... d'avoir peu de personnes sans aide de la solidarité nationale, sauf que, comme j'indiquais, là, on est dans une phase où ce modèle est très critiqué pour plusieurs raisons, à cause de différentes conjectures extérieures. Alors, notamment les mentalités de la société qui changent, qui deviennent plus individualistes. Voilà, les gens ne veulent plus qu'on leur impose des décisions, ils veulent participer à la décision. Ils ne veulent plus que des experts professionnels leur disent à leur place ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller. Donc le modèle protecteur qui fonctionnait sur l'expertise des professionnels, de ce point de vue, est un peu en tension. Deuxième raison, et disons les choses comme elles sont, ce modèle coûte cher. On est en recherche de politiques publiques efficientes, donc qui produisent des résultats dont on peut avoir la preuve au moindre coût. C'est la logique du New Public Management. Or, ce modèle qui était fait pour protéger, oui, il protégeait les gens, mais il ne les soignait pas ou il ne les réparait pas forcément toujours. Pour autant, il réessayait, on y revenait, et les gens trouvaient toujours une aide. Donc voilà en gros les deux raisons qui font qu'aujourd'hui, ce modèle protecteur est très contesté. Mais pourquoi un nouveau modèle que j'appelle inclusif, dont vous avez entendu parler ces jours-ci, et dont on entend beaucoup parler tous les jours, est en train de tenter de prendre la place du modèle protecteur. Alors,
Comment ça se passe? Il y a en réalité un consensus international très fort autour de ce modèle inclusif, relayé par l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, et de plus en plus des acteurs nationaux français qui se font les promoteurs de ce modèle inclusif. Donc dans ce modèle inclusif, le système de valeurs, de mon point de vue, a un peu bougé. On est en train de faire monter la valeur individualiste dans l'idée que c'est l'individu qui doit choisir par lui-même, il doit s'autodéterminer. Et on a même aujourd'hui des acteurs nationaux qui n'ont pas peur de dire que l'usager doit devenir un client des services publics et qu'on doit même peut-être solvabiliser sa demande pour qu'il soit lui-même à la tête d'un droit de tirage sur des heures de prestation et non plus orienté vers des institutions par des groupes d'experts. Ça va jusque-là, dans la tête de certains promoteurs. Donc dans ce modèle inclusif porté par les instances internationales, les choses fonctionneraient de façon très différente. On est sur des valeurs plus individualistes, plus libérales. N'ayons pas peur des mots, même si ça ne signifie pas forcément néolibéralisme économique, mais plutôt l'idée que c'est la liberté de l'individu qui compte. Et la définition du problème public change. On va considérer que la personne est un citoyen titulaire de droits, capable, et qu'il faut plutôt l'aider à aller directement dans le milieu ordinaire, en allant l'accompagner dans le milieu ordinaire et non plus dans des institutions. Et vous avez sous les yeux le fonctionnement du modèle inclusif. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette transition. Pour conclure sur cette partie, ce qui est assez rigolo à regarder, c'est qu'aujourd'hui, tous les secteurs se sont dotés d'un mot d'ordre qui traduit cette conversion en cours. Dans l'hébergement-logement, la doctrine, c'est le logement d'abord. Les gens ne passent plus dans le modèle idéal par un CHRS pour être réadaptés. Ils vont directement dans un logement en tant que locataire à vie, en passant par un statut de sous-locataire, et une plateforme de service les accompagne à domicile de façon à ce qu'ils puissent vivre comme tout le monde dans le milieu ordinaire. Logement d'abord. Secteur des personnes âgées, le mot d'ordre, c'est le virage domiciliaire. Tout est axé sur le maintien à domicile et il faut aller aider les gens dans leur domicile. D'où le nouveau modèle d'EHPAD sous forme de plateforme ressources territoriales qui est en plein boom. Protection de l'enfance, on parle de virage préventif. La loi Taquet, avec son article 1, qui dit qu'il faut maintenant placer les enfants, quand c'est nécessaire, plutôt chez des tiers dignes de confiance et non plus dans des institutions. Parce que les promoteurs internationaux du modèle inclusif considèrent que le placement chez un tiers est une solution inclusive, parce que ça ne met pas les gens à l'écart de la société dans des institutions. Champ du handicap, on parle de virage inclusif, ça vous connaissez. Et alors en santé mentale ou en psychiatrie, à ma connaissance, il n'y a pas de mot d'ordre spécifique, mais on peut penser que le mot d'ordre de l'hôpital, qui est le virage ambulatoire, est un peu ce qui se passe finalement pour la santé mentale quand c'est géré largement du côté du secteur hospitalier, avec l'idée que c'est le milieu ordinaire qui doit primer, qu'il faut respecter la demande des gens, etc. Donc voilà la différence entre les deux modèles, voilà l'entre-deux dans lequel on est. Alors pourquoi tout ça est-ce compliqué? Parce qu'en réalité, s'il s'agit bien d'un changement de modèle, un changement de modèle, ce n'est pas de simples ajustements de l'existant. Un changement de modèle, c'est une révolution radicale, avec des principes radicalement différents, des systèmes de valeurs différents, des pratiques différentes, des modes de financement différents, des modes organisationnels différents, avec des plateformes de services territoriales, avec des gens qui vont directement dans le milieu ordinaire. Donc un changement de modèle, c'est un bouleversement énorme. Donc il n'est pas anodin de constater sur le terrain que ce changement soit compliqué. Alors quelques constats, comme moi je fais souvent, quand on discute avec des gens de terrain, même si ce n'est pas toujours le cas, souvent on s'aperçoit que les gens ont adopté le nouveau vocabulaire du modèle inclusif, mais qu'en fait les pratiques n'ont pas véritablement changé. On est un peu dans cet entre-deux. Et pour conclure sur comment faudrait-il s'y prendre, même si mon travail ne consiste pas à dire si ce changement de modèle est mal ou bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'observer les stratégies des uns et des autres. Donc, le levier principal d'un changement de modèle, et je vais me référer à Thomas Kuhn, que tu as évoqué tout à l'heure,
Donc, Thomas Kuhn, auteur de La structure des révolutions scientifiques et de la notion de paradigme qui est tout à fait synonyme de modèle, il cite un physicien qui s'appelle Max Planck dans son bouquin, et il dit la chose suivante, je vais reformuler: il ne suffit pas de faire la preuve que de nouvelles pratiques sont plus efficaces que les anciennes, encore faut-il attendre qu'une nouvelle génération soit socialisée à ces nouvelles pratiques et que les détenteurs de l'ancien modèle partent tous en retraite ou soient morts. Ouais. Or, et je m'arrêterai là-dessus, les pouvoirs publics ne sont pas très bons dans leur stratégie parce qu'on continue aujourd'hui, je peux en parler, je travaille à l'ITS Pierre-Bourdieu, on continue largement à former des promoteurs du modèle protecteur. Voilà. Je vous remercie. Très bien. Merci Jean-Luc. Donc on termine par rapport à cette intervention sur la conduite du changement, donc passe par une révolution. Alors, j'ai pas été un très bon maître du temps, mais franchement, je voulais pas casser la logique de chacune des interventions qui était vraiment très précise et très très intéressante. Il est 12h24. Claire doit partir, je sais, prochainement, très rapidement. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse quand même prendre un tout petit peu un temps de questions-réponses. Peut-être privilégier, pour les personnes qui souhaitent poser une question, privilégier peut-être une ou deux questions à destination de Claire qui doit s'absenter dans les quelques minutes. Voilà. Horaire SNCF oblige. Voilà. On ne vous voit pas bien dans la salle, je vois qu'il y a une personne là-bas. Oui, bonjour Merci à tous. Bonjour Claire. Anthony Robin, coordinateur du C2A à Bergerac. On fait partie du centre hospitalier Vauclair. Et je voulais témoigner, nous, de ce travail d'implantation de pratiques orientées rétablissement au sein d'un pôle de psychiatrie adulte. Et pour dire que c'est possible, parce que c'est vrai que depuis 2 jours, on nous dit faut aller vers ça, mais c'est dur, les institutions bloquent, sont des freins. Oui et non. Voilà. Dans le centre hospitalier Vauclair, ça a été possible, on continue. Ça fait 5 ans maintenant qu'on a créé ce centre de formation et de soutien au rétablissement non médical, complémentaire des soins psychiatriques de secteur ou des soins dispensés par les psychiatres libéraux. Le docteur Abillier, un médecin-chef du pôle, est présent dans cette salle. Voilà, donc c'est pour dire quand même à toutes les équipes qui sont là que ces changements, ce n'est pas forcément des choses inaccessibles. Il faut que des soignants de terrain soient convaincus effectivement de l'urgence de proposer aux personnes accompagnées des pratiques orientées rétablissement et qu'on construise ces lieux d'accueil. Voilà. Donc il y a des modèles déjà en France qui existent. Donc voilà, il faut que les soignants de terrain s'en emparent et il ne faut pas attendre. On ne va pas dire aux gens qui souffrent aujourd'hui de schizophrénie, de troubles bipolaires, en France, on sera prêt dans 30 ans. Voilà, c'est inacceptable pour les personnes concernées, pour les familles. On ne peut pas non plus demander aux médiateurs santé-pairs de former les soignants. C'est aux soignants de prendre leurs responsabilités. Bien sûr qu'il faut intégrer, on va avoir besoin de médiateurs santé-pairs à nos côtés pour être vraiment dans les pratiques orientées rétablissement, mais c'est aux soignants de changer, c'est notre responsabilité de professionnels et notre éthique, donc c'est tout ça qu'il faut changer, nos postures, nos éthiques, nos modalités d'accompagnement, nos lieux d'accompagnement, les ambiances dans ces lieux, puisque c'est pas possible de maintenir parfois certains lieux, et voilà, on voit bien le mal-être que certains lieux soignants encore. Voilà, et puis rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jocelyn Circolès, voilà, les toilettes au C2A sont communes et ça se passe très bien effectivement quand il y a une qualité d'accueil, une qualité de chaleur dans les relations, dans les contacts, justement les pratiques orientées rétablissement permettent ça, il y a un profond respect des deux côtés et ça change la vie. Donc effectivement s'engager dans les pratiques orientées rétablissement c'est épuisant parce que c'est tout un système qu'il faut changer. Et donc ça demande à tout le monde de se mobiliser, aux soignants d'un pôle, direction d'un hôpital aussi, d'être en soutien aussi de ces initiatives innovantes pour qu'on puisse tenir dans la durée et puis bien se développer. Mais quand on voit le retour des usagers, ce que témoignent les personnes accompagnées, les familles qui sont aussi partie prenante de cette aventure, vraiment ça vaut le coup. Donc n'attendez pas, voilà, le changement ça doit être maintenant, le rétablissement c'est maintenant. Très bien, merci. Des réactions peut-être ? Claire ? Ouais, je voulais réagir sur le mot épuisant, parce que c'est quelque chose qui est intéressant d'observer, c'est que, en fait, pour la plupart, vous êtes déjà épuisés à lutter quotidiennement contre, justement, des injonctions paradoxales, des institutions qui mettent en souffrance les personnes accompagnées, qui mettent en souffrance les professionnels. Et en fait, s'investir dans ce changement holistique,
c'est de l'énergie. Mais bizarrement, ce que témoignent les institutions qu'on accompagne, c'est que c'est beaucoup moins d'épuisement. Parce qu'en fait, en retrouvant ce sens, en retrouvant cette congruence, on place notre énergie dans quelque chose qui fait sens pour nous, dans une direction dans laquelle on a envie d'aller. Et en levant les paradoxes, justement, on retrouve un environnement cohérent. Et par cette cohérence, on est vachement moins fatigué, vachement moins frustré, voilà, toutes ces émotions qui nous font vivre de la souffrance au travail. Donc je relativiserais peut-être le mot épuisant. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est peut-être moins d'épuisement professionnel. Et je rajouterai juste un mot par rapport à ça, parce que la plupart des professionnels que j'ai interviewés parlent d'un soulagement. Certes, ça ne résout pas tout, mais il y a un soulagement qui fait que ce malaise, justement, de ne pas être en accord avec nos valeurs, dans nos pratiques, ce qui est quand même ce qui fait le lit de ce qu'on appelle le burn-out, et qui est un fléau dans nos professions, il y a un soulagement de ce côté-là. Claire. Ouais. Et ça va exactement dans ce sens-là, témoigner d'une expérience où effectivement nous on est intervenu dans un endroit où il n'y avait pas du tout d'envie d'aller sur ces pratiques-là et de voir en fait qu'on arrive à emmener des professionnels qui n'avaient pas du tout d'a priori positif et qui effectivement se ressourcent en fait dans cet espace-là et retrouvent une forme de réflexivité qui leur manque aussi, je pense. Bonjour, juste devant. Simon Félix, enchanté, je suis psychologue et doctorant en psychologie. Je travaille sur l'implémentation des pratiques orientées rétablissement, justement. J'avais une question pour M. Gautreau et M. Aubert. M. Aubert, dans votre présentation, vous parliez rapidement de la notion d'indicateur de performance pour les équipes que vous accompagnez. Et je voulais vous entendre justement sur cette nécessité de transformation des indicateurs de performance actuels pour tenir compte de ces nouvelles pratiques, de ces nouvelles modalités d'accompagnement. Est-ce qu'elles sont selon vous nécessaires? Est-ce qu'elles sont déjà, de ce que vous avez pu voir, parfois mises en place à petite échelle, etc. Voilà, merci. Oui, effectivement, merci pour votre question parce que c'est vraiment une réflexion qu'on mène actuellement au sein d'Alphapsy. On s'est doté notamment d'une responsable qualité dont le rôle, c'est de réfléchir à une politique qualité qui essaye de cesser de se focaliser uniquement sur des critères normatifs ou sur des indicateurs justement technocratiques et qui vient se fonder sur des indicateurs qualitatifs et notamment des indicateurs issus des savoirs d'usage et des savoirs expérientiels des personnes concernées. Et donc elle a formé ce qu'on appelle des qualiticiens pairs, donc ce sont des personnes concernées et usagers des services des structures qu'on accompagne, qui co-animent avec elle la mise en œuvre d'une politique d'auto-évaluation de la qualité fondée sur justement ces savoirs expérientiels et ces savoirs d'usage. Et le but, c'est, en s'appuyant notamment sur le nouveau référentiel de l'évaluation de la HAS, c'est de remettre finalement au cœur de l'évaluation le ressenti des personnes concernées, leur point de vue sur les systèmes institutionnels et sur les services qui sont qualitatifs à leurs yeux pour les soutenir dans ce processus de rétablissement. C'est encore très expérimental. On termine là en juin le premier processus d'accompagnement avec une association, mais on est très intéressé par ce que ça vient produire et notamment par le fait que dans des équipes de qualiticiens que mettent en œuvre en fait les associations, on est sur des équipes trinômes, personnes concernées, professionnels et cadres, qui mettent en place des politiques d'auto-évaluation dans les services, et on voit à quel point la présence des personnes concernées transforme absolument toute la manière de percevoir l'évaluation de la qualité et donc des indicateurs de performance. Claire. Voilà. Merci Claire. Encore peut-être, si on peut, un échange, un témoignage, une question. Bonjour, je suis... Excusez-nous, on ne vous voit pas. Hein. Ah, je suis là. Là, très bien. Voilà. Laetitia Maginot, directrice d'une association qui accompagne les personnes avec handicap psychique en Isère, Alpi. J'avais deux questions. Une question sur la paire aidance. Vous avez indiqué que plus il y aurait de pères aidants et plus il y aurait un rééquilibrage en fait
dans les organisations. Ma question était, est-ce que ces pères aidants doivent avoir été à un moment donné touchés par la maladie et pour le coup seraient donc légitimes dans leur posture, ou faut-il qu'ils soient quand même formés? Est-ce que le simple fait d'avoir été touché, concerné, suffit pour accompagner des équipes? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était est-ce que la pratique rétablissement, donc moi je connaissais pas avant d'être là, je travaillais avec des migrants, donc on ne parlait pas de ça du tout, peut fonctionner pour d'autres types de handicap? Voilà, merci. Merci pour les questions. Je vais commencer par la dernière, puisque elle est plus simple à répondre. Patricia Digan a développé sa réflexion autour du modèle du rétablissement lorsqu'elle vivait il me semble, dans une colocation qui faisait office de communauté. Et elle a eu des échanges très importants avec une personne dont j'ai oublié le nom, peut-être personne dans la salle s'en rappelleront, qui a un handicap moteur. Et cette question du rétablissement, dès le début, en tout cas, telle qu'elle a été conceptualisée, peut tout à fait dépasser le champ de la maladie psychique. Après, effectivement, ça s'est inscrit et institutionnalisé beaucoup plus dans ce monde social-là. Donc après, conceptuellement, je ne pense pas qu'il y ait de limite. Après, en pratique, c'est autre chose. Pour la première question, sur la question de la pérédance, je pense que mes compétences touchent un peu à leurs limites pour y répondre de manière pertinente. C'est finalement la question du coefficient thérapeutique et comment le voisin de chambre peut être aidant à un moment donné, comment la personne avec qui on fait l'atelier ou le groupe peut aussi avoir ce rôle de père aidant. Et oui, c'est une évidence. Après, la question, c'est finalement comment cette fonction soignante qui peut être investie par un peu n'importe qui, et particulièrement par les personnes qui ont un récit, en tout cas une expérience commune, peut aussi à un moment donné passer à une autre dimension, à une dimension où, d'un point de vue de l'établissement, il y a une reconnaissance par un statut. D'un point de vue de l'institution, il y a aussi un rôle précis qui se met en place. Et c'est ça qui est intéressant et qui peut faire bouger les lignes avec la pérédance dans cette institutionnalisation et cette reconnaissance. Donc c'est dans ce sens-là où, oui, en France, on a besoin de diplômes. Et on fonctionne comme ça dans notre monde social, qui fait peut-être partie d'un de nos modèles. Et qu'aujourd'hui, sans diplôme, ça aurait, je pense, pas la même portée, même s'il y a quelque chose d'un petit peu absurde à ça, et je le conçois tout à fait, mais ça a aussi des avantages. Peut-être pour compléter sur cette question de la pérédance, moi je crois que si la pérédance se déploie en France exclusivement à travers une fonction délimitée dans un périmètre restreint au sein d'une institution, ce serait vraiment son plus grand échec. Je crois que la pérédance, avant d'être une profession, c'est une pratique informelle et c'est une posture, c'est-à-dire que ça s'est développé depuis la nuit des temps dans les collectifs humains. Et je crois que le rôle des pères aidants, c'est pas tant d'être les seuls autorisés dans une institution à partager leur savoir expérientiel, mais c'est plus aussi une vocation à aider la détabouisation des savoirs expérientiels des professionnels de la relation d'aide. Et comment, à un moment donné, Marie et Juliette en parlaient hier, on peut venir faire exploser, et t'en parlais aussi tout à l'heure, cette frontière qui existe entre eux et nous. Et je pense que la pérédance, le fait qu'à un moment donné, les professionnels reconnaissent qu'ils ont des expériences dont ils ont tiré des savoirs qui peuvent être utiles à d'autres dans la relation d'aide, serait un chemin qui serait extrêmement intéressant qu'on explore tous ensemble à l'aide de ces experts d'expérience que sont les médiateurs de santé père. Bonjour. Maxime Lefebvre, merci pour vos interventions. Quelques petites remarques par rapport aux indicateurs de performance évoqués par le doctorant en psycho. Il me semble qu'aujourd'hui, la performance, elle doit être questionnée, c'est-à-dire qu'est-ce que la performance dans un établissement ? Aujourd'hui, la performance, c'est souvent celui qui a le ballon d'or, qui marque le dernier but, qui fait le dernier geste. Mais une performance, ça peut être aussi une troupe de théâtre, un club d'impro, un orchestre, une chorale, qui fait une performance et qui improvise ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que
parfois l'évaluation aujourd'hui dans nos systèmes fonctionne sur un panier prédéterminé de services où on se charge, où on se préoccupe surtout de savoir si 95% ou 100% de notre file active est remplie, si 95% des lits sont occupés. Ça, c'est plus suffisant. Je ne dis pas que c'est inutile, mais c'est plus suffisant. Aujourd'hui, il me semble que la performance, elle doit s'évaluer au regard des changements significatifs, positifs, que la personne attribue à l'accompagnement social et médico-social. Et si on arrive à changer là-dessus, au niveau organisationnel et ou institutionnel, on fera un grand pas. Et ensuite, j'ai juste une petite question. Il me semble, Monsieur Gautreau, que vous avez évoqué quelque chose de tout à fait pertinent sur le volet de la formation. Et vous évoquiez avec beaucoup de transparence, et je vous en remercie, le fait que les établissements de formation, parfois, avaient du mal, visiblement, à embrayer sur un nouveau modèle, alors qu'il soit inclusif ou pas, ça c'est pas mon propos, mais par rapport au rétablissement et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, comment, parce que ça m'intéresse beaucoup cette question, comment expliquez-vous du coup cette difficulté ou cette inertie? Du coup ça s'adresse aussi peut-être aux modérateurs exceptionnellement. Comment expliquer cette difficulté et de quelle manière réfléchir sur cette difficulté ne permet pas aussi de comprendre en creux comment dans les organisations on a du mal à soutenir ce changement. Merci. Alors, si votre question est de savoir pourquoi ce qu'on appelle les EFTS, les établissements ou écoles, non, établissements de formation au travail social, sont, de mon point de vue, même s'il faudrait faire une enquête un peu plus approfondie pour en faire une généralité, mais bon, de ce que je peux voir, je pense que je ne me trompe pas trop. Donc pourquoi sont-elles déconnectées de la réalité de l'évolution des pratiques de terrain dans les enseignements? Alors, je pense que c'est lié au fonctionnement techno-bureaucratique de la constitution des référentiels de formation nationaux. Alors, on entre dans des trucs très techniques. Les EFTS sont censés mettre en place dans les contenus de formation un document qui s'appelle référentiel de formation, qui existe pour tous les diplômes et qui est co-construit au niveau national entre la DGCS et ce qu'on appelle la CPC, donc la Commission pluriprofessionnelle consultative, et qui recommande des contenus. Mais ces personnes sont surtout là pour se batailler sur va-t-on créer un diplôme unique ou pas, comment on va sauvegarder l'identité des métiers. Donc de mon point de vue, il n'y a pas de réelle réflexion des nouvelles pratiques en cours pour adapter les contenus aux enjeux des formations, aux enjeux du terrain actuel, quoi. Ce qui fait qu'on reproduit des contenus de formation à peu près tous les 5 ans, qui datent et qui ne parviennent pas à suivre l'actualité du terrain. À mon avis, c'est lié à cet aspect techno-bureaucratique. Alors après, ça n'empêche pas que les EFTS peuvent s'accorder la liberté d'adapter leur contenu un peu comme elles le souhaitent, sans forcément respecter les référentiels nationaux, mais elles sont peu à le faire. Je vais compléter, je me permets, là, je sors de ma casquette de modérateur, mais aussi parce que là, on regardait, Jean-Luc répondait par rapport au système et par rapport aux réglementations, effectivement, on parlait de performance, mais avec des réglementations qui peuvent être enfermantes. C'est-à-dire qu'on regarde du côté des référentiels de certification, on forme plus de diplômés que de travailleurs sociaux, en fin de compte, dans cette logique-là. Mais si on regarde à l'intérieur même aussi de ce qui se joue, c'est que l'intérieur des établissements de formation, c'est que les parcours sont construits avec une alternance sur site professionnel et en établissement. Et ce qui manque vraiment, il y a deux points qui manquent et qu'on essaye de travailler, mais les 2 points qui manquent, le premier, c'est pas suffisamment de synergie avec les professionnels de terrain qui accompagnent les stagiaires et les étudiants en travail social, mais je pense que c'est la même chose pour le champ sanitaire. Et c'est-à-dire que là, il y a des phénomènes, on parlait de modèles, il peut y avoir aussi donc du coup,
des répétitions de modèles, des répétitions d'habitudes qui font qu'on ne vient pas réinterroger ce qui doit être interrogé. Le deuxième point, ce qui manque réellement, c'est que les organismes de formation, mais comme les organismes de formation du sanitaire également, doivent former des professionnels de terrain. Et pour ce faire, ils doivent être en capacité de répondre aux besoins des bénéficiaires de tous ces dispositifs. Et pour pouvoir y répondre, il faudrait absolument que dans l'ingénierie de formation, les besoins des bénéficiaires et l'évolution des besoins des bénéficiaires puissent être intégrés à la réflexion et à l'ingénierie de formation. C'est-à-dire, voilà, de quoi a besoin maintenant un jeune, quel est le profil d'un jeune en protection de l'enfance, quel est le besoin d'un bénéficiaire accompagné en santé mentale, etc. Et on reste sur, effectivement, des ingénieries un peu passéistes avec des références à des référentiels un peu déconnectés de cette réalité, de cette évolution-là, quoi. On va peut-être pas rester sur une note comme ça trop. Il est peut-être 12h43. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a une dernière intervention, c'était peut-être une dernière demande. Merci. C'était juste un témoignage par rapport à l'intervention de Jocelyn Circolès et Jean-Luc Gauthéreau. Moi, je suis jeune psychiatre à Toulouse et j'ai fait mon travail de thèse dans des hôpitaux de jour. En fait, j'ai interviewé des psychiatres qui travaillaient en hôpital de jour en Haute-Garonne. Alors, l'idée, c'était pas de centrer les questions sur le rétablissement et la réhabilitation psychosociale, mais évidemment, c'est des choses qui sont revenues dans les entretiens. Et ce que j'ai pu constater, c'est que en fait, il y avait un groupe d'hôpital de jour dans lesquels les professionnels, les psychiatres avaient en effet intégré le vocabulaire de la réhabilitation psychosociale parce que ça faisait partie de la politique générale de l'établissement, par exemple, mais en effet sans qu'il y ait eu aucune modification dans les activités thérapeutiques proposées ou dans le fonctionnement institutionnel entre les professionnels, par exemple. Je tiens à souligner que c'était aussi ce groupe d'hôpitaux de jour, c'était aussi un groupe d'hôpitaux de jour dans lesquels il y avait très peu de temps médical et de cadres infirmiers, c'est-à-dire une demi-journée, voire moins par semaine de cette présence-là. Et à l'inverse, il y avait un autre groupe d'hôpitaux de jour qui se dessinait. Et en fait, c'était des hôpitaux de jour qui traditionnellement étaient plutôt ancrés dans la psychothérapie institutionnelle. Donc il y avait déjà une pratique, notamment de la réflexivité dont vous parlez. Et finalement, c'est dans ces hôpitaux de jour-là que des professionnels s'étaient emparés, mais les avaient mis plus au travail des concepts de rétablissement expérientiel, par exemple. Et voilà, donc c'était juste un témoignage aussi sur comment... je trouvais que ça allait dans le sens de... finalement, c'est les valeurs et la réflexivité dans les pratiques qui peut amener à des changements plus que... l'imposition d'une politique d'établissement avec on va mettre par exemple, je me rappelle un hôpital de jour où on avait mis un atelier de remédiation cognitive qui était un peu sorti du chapeau. Tous les professionnels étaient très très méfiants à son égard. C'est un professionnel extérieur qui venait le mener. Il n'y avait aucun changement au sein de l'hôpital de jour en lui-même. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Moi, je suis très content d'entendre ce témoignage, parce que c'est en fait tout le propos que j'ai essayé de tenir pendant ces 2 jours avec vous. C'est-à-dire que c'est un cadre éthique, un cadre de valeurs, des pratiques, c'est pas des mots, et comment on peut essayer de penser ça ensemble pour pas se retrouver finalement à reproduire du même. Merci. Je vois l'heure. Il y a des mots qui ont été dits là pendant l'atelier, rencontre, espoir, engagement, humaniste. Voilà, ces mots-là, il faut toujours les garder derrière l'oreille. J'avais envie de peut-être terminer juste pour conclure sur la question de la posture, parce qu'on a parlé de valeurs, on a parlé de pratiques, on a parlé de système, etc. Mais sur la question de la posture, je pense qu'avant tout, dans tout ce qu'on agit, et tous ensemble, la professionnelle bénéficiaire des différentes politiques publiques et personnes accompagnées
en santé mentale, il y a quand même une posture, c'est la question de la posture de l'humilité. C'est-à-dire qu'on est avant tout dans une rencontre avec un autre face à soi. Et là, il y a une dimension vraiment symétrique qu'il faut avoir dans le respect qu'on doit avoir pour l'autre et dans le fait qu'on ne doit pas forcément penser pour lui, agir pour lui sans simplement l'écouter et entendre ce qu'il a envie de nous dire et sans venir recueillir ses désirs. Et je pense que peut-être c'est un mal qui existe dans beaucoup, alors que ça soit au niveau individuel ou que ça soit au niveau des organisations, mais on n'est pas suffisamment attentif dans cette co-responsabilité qu'on a, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tout attendre de l'autre, et c'est pas du tout ce qui a été dit là aujourd'hui, loin de là, hein, et je voulais vraiment insister là-dessus, c'est qu'à titre individuel, au quotidien, jour après jour, heure après heure, on peut agir ce changement-là, on peut l'agir dans la manière dont on se comporte par rapport à l'autre qui est en face. Est-ce que le médecin écoute bien l'infirmier? Est-ce qu'il écoute bien l'aide-soignante quand ils viennent de parler du patient? Est-ce que c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on ait au quotidien, se dire l'autre a quelque chose à m'apporter dans tous les cas, dans l'échange que j'aurai avec lui, quoi. Voilà. Moi, je voulais peut-être terminer là sur ça parce qu'il y a ce qui dépend des politiques publiques, il y a ce qui dépend des financements, il y a ce qui dépend des organisations, et il y a ce qui dépend de soi, et on a des capacités d'agir nous-mêmes au quotidien, et donc nous n'en privons pas de pouvoir agir au quotidien sur les leviers qui nous sont offerts tous les jours. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Désolé encore, j'ai été un mauvais maître du temps et on termine un peu plus tard que prévu. Merci à vous. Si vous permettez, je voudrais juste vous laisser une question pour les réflexions que vous mènerez ultérieurement. C'est un peu théorique au sujet du modèle inclusif. Bon, moi je fais partie de l'UNAFAM, je connais énormément de cas d'irrationalité de la part des usagers. Comment, vous réfléchirez à tout ça ultérieurement, comment vous pouvez prendre en compte les besoins d'un usager dans la mesure où il peut être irrationnel dans ses demandes et ça nécessite une validation à un moment donné. Voilà, je laisse la question ouverte. Très bien, merci. Vous ouvrez la poursuite de nos réflexions. Merci à vous.